Bienvenue sur le ring, l'ODJ TV Radio, Adil Zaidi. Bonjour, bonjour. Mais je suis un peu déçu. Parce qu'en fait, moi je croyais qu'on venait en professionnel. D'accord? Professionnel, c'est 12 rounds. Là, tu m'annonces 3 rounds. Et les 3 rounds, c'est pour les amateurs. Donc, tu nous considères comme des amateurs. Mais 3 rounds thématiques pour les alors, je ne sais pas si c'est poids lourd ou super welter, mais en tout cas, à mon avis, d'ailleurs, je pense que c'est beaucoup plus poids lourd pour ce ring, l'ODJ TV Radio avec vous, Adil Zaidi, autour d'un vrai sujet qui est à la fois économique, mais qui est également social, autour du chômage. Et où on sait aujourd'hui qu'il n'y a jamais eu autant de dualité entre croissance économique et création de valeur et emploi et donc chômage. Avant de démarrer sur les 3 rounds thématiques Adil Zaidi, je vous présente bien entendu entrepreneur, chef d'entreprise, président de la Fédération de l'automobile et vice-président de la SMEX qui a changé d'appellation. Non, c'est toujours la SMEX. C'est toujours la SMEX, le sigle. L'association, c'est devenu la Confédération des exportateurs marocains. Confédération marocaine des exportateurs. Donc 3 rounds thématiques. Première round, qui est responsable de la hausse du chômage? Alors, je ne sais pas, parce qu'il y en a qui a priori, qui personnellement endosser cette responsabilité, plus ou moins diluée selon certains observateurs avertis. Donc vous nous direz, selon vous, qui et est-ce qu'il y a une ou plusieurs personnes en tout cas ou institutions qui sont responsables de la croissance du chômage? Deuxième round, où est l'investissement public, mais également et peut-être surtout privé, pour casser cette courbe ascendante du chômage. Et enfin, une troisième round, on est fin juillet, notre cadrage, projet de loi de finances a priori mi-août. Ça, c'est l'échéancier traditionnel. À quoi faut-il s'attendre selon vous? On nous parle d'une énième année de sécheresse, une projection de croissance économique en 2024 qui aurait été revue malheureusement à la baisse, donc beaucoup de dépenses, beaucoup d'augmentation de salaires des fonctionnaires, enseignement, ceux de la santé aussi. Donc on voit que le budget risque d'être tendu pour 2025. Et là également, vous nous donnerez votre avis et point de vue analytique, Adil Zaidi. Sur le premier round, qui est responsable de la hausse du chômage selon vous? En fait, tel que vous posez la question, en fait, j'ai presque l'impression qui est coupable. Mais moi, j'aime rappeler toujours que le niveau d'emploi, l'emploi et le niveau d'emploi, c'est en fait une résultante. D'accord? Ce n'est pas quelque chose qui se décide, qui se déclare. C'est une résultante d'une animation économique. Et c'est une résultante qui a cette particularité qu'en même temps, les propres acteurs dans le cadre de l'emploi, eux-mêmes sont des acteurs économiques et eux-mêmes interagissent. En fait, c'est tout un cycle. Donc il ne peut pas y avoir de responsable du coup? Donc ce qui veut dire que, en fait, les responsables pour moi, c'est nous tous. C'est nous tous. Sauf que les entrepreneurs, l'État, les consommateurs, la justice, tout le monde interagit dans ce monde économique. Et en réalité, c'est quoi ce qui est important en réalité, c'est la création de valeur. Aujourd'hui, ce qui m'interpelle beaucoup plus dans un premier temps, c'est cette notion de création de valeur qui reste encore faible dans notre pays, entre 2 et 3% de taux de croissance selon les aléas climatiques. Nous sommes aujourd'hui avec un PIB de 1400 milliards, 1435 milliards de dirhams. Ça veut dire à peu près 35 000 dirhams, 36 000 dirhams par habitant, 3 000 dirhams par mois. Ça reste encore faible par rapport à tous les besoins que nous avons à satisfaire. Donc ça veut dire, est-ce que ça veut dire que donc, du coup même sur la création de valeur, on est aussi, là aussi il n'y a pas de responsable? Parce qu'on a un peu de mal, on dit dans notre pays en fait fondamentalement quand il y a quelque chose qui marche, tout le monde s'agrippe en disant c'est moi, et c'est moi qui est à l'origine d'eux, et c'est moi qui ai pensé, c'est moi qui ai conçu et conceptualisé la politique publique, la vision et autres. Quand c'est le maillon faible et le mouton noir, en l'occurrence le chômage de masse, l'impression générale ressentie, c'est comme la canicule et la chaleur, c'est que en fait, tout le monde se défausse. Et que valeur aujourd'hui, les citoyens, ils ont envie de savoir aussi pourquoi on a autant de chômage et de chômage structurel. Est-ce que c'est la responsabilité de la politique économique qui n'est pas bonne, de la politique budgétaire, puisqu'on est sur du resserrement budgétaire, donc pour ne pas laisser filer les déficits. Donc certains économistes considèrent qu'en faisant ça, on casse aussi et on détruit de l'emploi. Est-ce que c'est la politique fiscale? Est-ce que c'est la politique monétaire, même s'il y a un léger allègement il y a quelques semaines? Après un durcissement, la politique fiscale, l'inflation. Certains économistes aussi considèrent qu'une inflation très haute, ça détruit aussi l'emploi. Donc voilà, aujourd'hui, est-ce qu'on peut mettre le doigt, pas sur un visage, mais sur qui
ou quoi est responsable de la hausse du chômage? Effectivement, vous avez soulevé beaucoup de notions et tous interagissent. Mais c'est pour ça que j'ai dit, nous sommes tous responsables. Parce qu'en réalité, nous sommes, quand on est dans un pays, il y a, et surtout quand je dis nous sommes tous responsables, je donne une responsabilité encore un peu plus accrue à l'élite, parce que c'est l'élite qui est chargée d'entraîner tout le monde, c'est l'élite qui est chargée de faire en sorte que le sort de millions de personnes puisse s'améliorer, et donc nous avons encore plus à travailler. Et je m'inclus là-dedans, j'inclus l'ensemble des, disons, des opérateurs, j'inclus l'État, j'inclus tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'à un moment donné, on se dise qu'est-ce qui fait qu'on ait envie d'embaucher. Et en réalité, c'est ça ce qui est important. Parce que quand on va prendre l'emploi, on peut en parler de manière macro, et on va... Quand j'ai envie d'embaucher ou quand j'ai besoin d'embaucher? Est-ce que le vrai sujet aujourd'hui, c'est... Quand j'ai envie, oui. Parce que je peux avoir besoin et ne pas en avoir envie. Oui, sauf que ça veut dire que... Qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là? Je renonce à la limite un revenu supplémentaire parce que j'estime que c'est trop compliqué ou que j'ai une peur rationnelle ou irrationnelle et qui est en train de me bloquer. Et là, on va rentrer. Alors, premièrement, moi, j'aimerais qu'on fasse quelques définitions pour que, quand on suit le raisonnement, on ait un raisonnement qu'on puisse suivre ensemble, de manière cohérente et avec les mêmes. D'abord, moi, la notion de chômage, telle qu'elle est décrite et telle qu'on l'a décriée ces derniers temps, me gêne un peu. Pourquoi? C'est un chiffre qui a été établi, qui est établi par le HCP qui est en charge d'établir les chiffres au niveau du pays. C'est sa responsabilité, ce sont ses prérogatives et en général, ils ont une équipe qui donne des chiffres et qui sont de bonne aloi. Maintenant, ces chiffres-là doivent avoir un but pour qu'on puisse analyser. Quand on parle de taux de chômage, on prend ce taux de chômage selon une définition internationale, celle du Bureau international du travail. C'est ce qu'avancent toujours les décideurs des actions de responsabilité. On dit attention, ils sont critiques sur les chiffres du HCP. Sauf que... c'est pas les chiffres. Non, les chiffres délivrés par le HCP. Non, aujourd'hui, c'est une notion. Je vais aller 13,7%. Ouais. 13,7% de chômage, c'est vrai, selon une méthodologie qui est basée sur des enquêtes, selon une définition. Que dit cette définition? C'est le nombre de chômeurs par rapport à la population active. C'est 13,7%. Et le nombre de chômeurs, un chômeur, c'est quelqu'un qui était à la recherche active d'un emploi et qui n'a pas travaillé pendant 1 heure la semaine considérée. Juste sur ce point-là, Adil Zaidi, ce mode de calcul par le Haut Commissariat au Plan, il a toujours été... il n'a pas bougé, il n'a pas changé depuis des années, on est bien d'accord. Voilà. Donc si aujourd'hui le HCP, le Haut Commissariat au Plan, sur base de calcul, et son mode de calcul délivre 13,7% de taux de chômage moyen sur l'ensemble du territoire, c'est le mode de calcul utilisé qui était utilisé également il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. On est bien d'accord. Donc la croissance du chômage, en fait, elle est réelle. La méthodologie a changé en 2014 parce qu'on a intégré un ensemble d'autres, mais c'est pas grave. Effectivement, il y a une méthodologie, le même mode de calcul. Et il y a une continuité. Sauf que... Il y a 10 ans, on était à 10, par exemple. C'est-à-dire, est-ce que la manière de conseiller, et ça nous permet de comparer par rapport à des pays, d'autres pays. Mais est-ce que la manière de voir le taux de chômage dans notre pays, sur la base d'enquête, sur la base de travail formel et informel, rural et citadin, est la même qu'en Allemagne ou en France, où les gens sont inscrits à des agences d'emploi, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est bien pour pouvoir répondre à une question. Maintenant, par rapport à ce qu'on veut en faire par la suite, ce que je veux dire, on va être clair, je vais être un peu caricatural parce que c'est bien d'aller jusqu'au bout. Si je prends, aujourd'hui, on est 1 645 000 chômeurs annoncés par le HCP. On est bien d'accord? Si je prends cette définition et si je veux exagérer, il suffit de payer 1 heure pendant 48 semaines à ces 1 645 000 chômeurs. Ça veut dire que ça nous coûterait, je fais le calcul, 1 290 milliards de dirhams. On a 0 chômeur selon cette définition. Mais est-ce que ça veut dire qu'on a atteint l'objectif? Non. Quand on est sur des niveaux de croissance aujourd'hui qui ne dépassent pas 3% sur les dernières années, on prend le train sur les dernières années, a priori, et malheureusement une fois de plus, prévision, projection revue à la baisse pour 2024 selon la Banque mondiale. Vous avez dû le voir comment en début de semaine.
quand on a des niveaux de croissance aussi faibles, il est malheureusement logique qu'on ait un taux de chômage élevé. D'autant plus que notre modèle de croissance aujourd'hui, de création d'emplois, il a fortement réduit la création d'emplois. Un point de croissance aujourd'hui, c'est moins de 20 000 emplois créés, alors que c'était 30 000 il y a 10 ans. Est-ce que Valeur aujourd'hui, le gros souci, c'est ceux qui sont en responsabilité pour créer de la richesse et créer de la croissance économique, qui sont responsables de la hausse du chômage. Si vous permettez, pour qu'on revienne, parce que c'est un peu dual là aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire ce taux de croissance, parce que d'un côté, le taux de croissance, on dit c'est le taux de croissance qui fait l'emploi. Moi, j'ai coutume de dire c'est l'emploi qui fait la croissance, parce que la croissance, c'est de la production, c'est l'évolution de la production, et la production se fait avec du capital et de la main-d'œuvre. Donc, plus on fait travailler de gens, et plus on fait un taux de croissance. C'est-à-dire, il faut voir. Est-ce que c'est une réalité chez nous, ça? Alors, c'est toujours une réalité. Parce que de toute manière, si quelqu'un ne travaille pas, il ne produit pas. Donc, là, aujourd'hui, c'est cet exercice-là qui, à un moment, m'a intéressé. Je me suis dit, j'ai pris les chiffres du HCP, et on est à 11 691 000 population active. Population active, 11 691 000 population active, 931 000 population active. Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'enlève les fonctionnaires, c'est 907 000 entre disons, civils et militaires, on a à peu près 9,5 millions, 9 700 000 dans la population active. Moi, je me suis amusé de dire, et si jamais je faisais travailler tout le monde? Qu'est-ce qui se passe? Ben, si je fais travailler tout le monde, j'ai un certain nombre d'heures, c'est-à-dire je multiplie par 191, je multiplie par 11, et ce nombre d'heures, je lui ai affecté 3 chiffres. Un chiffre qui est la valeur ajoutée par actif dans le monde rural, un chiffre qui est la valeur ajoutée par actif dans l'informel, et un chiffre qui est la valeur ajoutée par actif dans l'urbain. Alors, les chiffres qu'on a, quand on prend aujourd'hui, chiffre HCP toujours, le PIB agricole, c'est 135 milliards de dirhams cette année, divisé par 4 400 000 personnes en actif dans le rural, ça fait à peu près 35 000 dirhams de valeur ajoutée par actif dans le rural. Si on prend le même raisonnement, 240 milliards de dirhams de PIB de l'informel, divisé... Non, mais vous avez complètement... Non, vous faites une démonstration, vous faites chiffrer de data. Et non, je veux juste arriver. Oui. C'est 85 000 de valeur ajoutée par personne dans l'informel. Et par personne dans le formel, c'est 245 000. Maintenant, dans notre manière, c'est pourquoi ces chiffres-là peuvent nous interpeller. C'est parce qu'ils peuvent être des aides à la décision. On a plus intérêt à développer l'emploi dans le citadin, dans l'urbain, parce que la valeur ajoutée qui peut être générée est 8 fois supérieure à celle du rural. Sauf que valeur aujourd'hui... Je fais là un point, parce que des fois on nous dit que le Maroc est un pays agricole. C'est là où je pose une question, pour une question de pénurie et de sécheresse, d'eau et de sécheresse, pour une question de valeur ajoutée. Dans quelle mesure notre modèle de croissance, on doit rationaliser dans l'agriculture, on doit transférer vers l'urbain et on doit rendre formel le travail de plus en plus. C'est ça notre intérêt. Qui est responsable de la hausse du chômage quand on a passé ce premier rang thématique? Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, face caméra, qu'il y a effectivement une responsabilité et un ou des responsables sur la hausse du chômage? Alors aujourd'hui, parce que je rappelle qu'en 2023, sur les 2 dernières années d'ailleurs, c'est 200 000 emplois qui ont été détruits, 200 000 emplois agricoles. En 2023, seulement 41 000 emplois d'ailleurs, de mémoire, si ma mémoire ne fait pas défaut, ont été créés dans l'urbain. Qui est responsable? Sachant que cette tendance se poursuit, premier trimestre 2024 et deuxième trimestre 2024, avec une tendance à la hausse du chômage. Qui est responsable, selon vous, Adil Zaidi, de cette situation Aujourd'hui, non, mais parce que le sujet est sérieux, c'est pour ça qu'il faut le traiter avec toute la, disons, tout le sens aigu qu'il faut lui donner et affiner l'analyse. Déjà, je vais vous dire, quand on dit qu'on a perdu 200 000 dans le monde agricole, secteur agricole, dans le rural. De postes de travail, on en a perdu 600 000 dans le monde agricole, et on en a gagné 300 000 dans l'urbain et dans le formel. C'est-à-dire, au niveau de la CNSS, on a enregistré plus 300 000 net, c'est-à-dire entre les nouveaux entrants et les sortants, plus 300 000. L'an dernier, plus 200 000. C'est-à-dire sur 2 ans, plus 500 000 net. Mais ce qui est intéressant aussi à voir, si je prends
et ce n'est pas pour réduire encore une fois, mais ce qui est intéressant, parce qu'il faut le savoir, les 600 000 perdus, les 300 000 rentrants à la CNSS, c'est l'équivalent de 2 400 000 de production de valeur ajoutée dans le rural. Et ça veut dire que notre responsabilité, c'est là on va dire, notre responsabilité aujourd'hui, c'est de voir comment on va assurer une transition, comment on va pouvoir accueillir des gens qui sont dans l'agricole en forte valeur ajoutée et les amener vers des tâches plus industrielles, plus mécanisées et qui rapportent plus. C'est ça l'objectif. Et cet objectif-là, je vais vous donner une information. Nous avons les moyens de l'atteindre. Parce que nous, au niveau des affaires, on sent que les choses sont en train de bouger. Maintenant, si on suit la dernière projection de la Banque mondiale, avant de passer au deuxième round, Adi Zaidi, 2,4% de croissance économique selon la Banque mondiale, dernier relevé et communication officielle. Quand on dit 2,4% de croissance, est-ce qu'il faut s'attendre dans les prochains mois, deuxième semestre 2024 et surtout 2025, à un chômage qui risque de passer et de frôler la barre des 14%. Avec 2,4% de croissance, c'est la destruction massive d'emplois. Alors maintenant, c'est ce qui s'est passé jusqu'à présent. Et j'ai parlé, c'est pour ça que j'ai préféré d'abord vous parler, quelles sont nos potentialités. La potentialité, aujourd'hui, moi ce que j'aime bien, c'est quelque chose qui me semble... je vois cet horizon qui est pour moi fabuleux. C'est que si on fait travailler tout le monde, je multiplie par 2,5 le PIB du Maroc. On va me dire, alors pourquoi on ne fait pas travailler tout le monde? Et qu'est-ce qui nous empêche? C'est ça ce qu'on doit. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a, si on veut aller de l'avant, il y a déjà quelque chose d'extrêmement positif à partir de 2024 et pour les prochaines années, les chefs d'entreprise ressentent un formidable appel d'air. Il y a des commandes qui viennent, il y a des commandes à venir. On a 1200 milliards d'investissements qui se projettent d'ici 2030, 2029 parce que 2030 c'est le but. Mais ça, comment on peut les traduire? Tout le monde les attend. Ce que vous dites là, tout le monde l'attend. C'est 1200, je veux dire, 1200 milliards de chiffre d'affaires, c'est à peu près 300 milliards de valeur ajoutée. Et ça veut dire à peu près 450 000 emplois. Enfin, maintenant, est-ce qu'on pourra être au rendez-vous? C'est ça la question. Deuxième round, où est l'investissement? Justement, on a parlé de ces besoins, de ces investissements massifs avec un horizon 2029, 2028, 2029, 2030. Où est l'investissement pour casser la courbe du chômage? Si on fait un bilan aujourd'hui, sans pointer du doigt qui que ce soit, parce qu'on a essayé de pointer du doigt lors du premier round qui est responsable de la courbe du chômage, mais sur l'investissement aujourd'hui, il y a ces chiffres qui sont… Les économistes disent que les chiffres sont têtus. Alors, je ne sais pas, vous faites partie de cette école de pensée, mais disons que les chiffres sont têtus, baisse historique des IDE, investissement direct étranger, baisse de l'IS en 2022, on n'a pas encore d'études d'impact, mais il n'y a pas eu d'investissement massif. En tout cas, depuis… Non, il n'y a pas eu de baisse de l'IS. Il y a une au niveau de… Pas l'IS, l'IS c'est en augmentation. Non, en fait, l'IS, il y a une trajectoire à la baisse de l'impôt sur les sociétés qui est annoncée par l'exécutif. Non, c'est deux choses différentes. Il y a une baisse du taux de l'IS que vont payer les entreprises. Oui. Ça, de 30 jusqu'à 20%. À terme, 20% à terme. À terme de 2026. Oui. Mais… Si on voit les chiffres, disons provisoires en tout cas en 2024 de la TGR, il y a une augmentation des recettes fiscales. Non, je vous dis simplement l'orientation politique. Les recettes fiscales sont en augmentation. L'orientation politique et fiscale, c'est de réduire progressivement la progressivité, l'IS. On est bien d'accord. Oui. Et là, ils ont remonté d'ailleurs l'IS pour les économies dites protégées, comme les banques et les assurances. On est bien d'accord là-dessus. On est d'accord. Voilà. Aujourd'hui, où est l'investissement pour pouvoir casser la courbe du chômage? Est-ce que beaucoup de personnes aujourd'hui se posent la question, où est l'investissement? On avait ce discours de la plus haute autorité de l'État, c'était en octobre 2021, appelant en plus d'investissement privé et appelant d'ailleurs du coup à la création de plus de 500 000 emplois. On attend toujours, on est plus sur la destruction d'emplois et l'investissement privé reste relativement faible. Il n'a pas bougé depuis 2021. Non, alors, il n'a pas bougé depuis 2021. C'est pour ça qu'en préparant votre venue à des années, l'investissement privé n'a pas bougé et on a les IDE qui ont baissé. Donc, si on reste sur le même niveau d'investissement, c'est-à-dire l'investissement public, 220, 230 milliards effectifs chaque année, un investissement privé
220, 230. Voilà. L'investissement privé, on nous parle de Mehdi Taizi, vice-président général de la Confédération générale des entreprises du Maroc, on a parlé de 210 milliards de dirhams investis par le secteur privé en 2023. Beaucoup s'interrogent d'ailleurs d'où vient ce chiffre-là, mais on part sur le chiffre officiel du secteur privé, et en même temps on détruit du chômage massivement. Donc on se dit, et on a une baisse historique des IDE enregistrée en 2023. Alors, si on veut prendre les chiffres, juste qu'on parle des chiffres de manière sereine. Premièrement, l'État, on sait combien il investit. Ce qui, normalement, il doit investir 300 milliards de dirhams. 330 milliards pour les projets de la finance. Après, il y a les réalisations, je pense qu'ils sont à 230 ou 240 milliards de dirhams. Ça, c'est le public. Le privé investit 371 milliards de dirhams globalement. Alors, quand on prend 371 milliards, donc plus que le public. Plus que le public. Pourquoi? C'est la formation brute de capital fixe. Donc, on prend les chiffres de la comptabilité nationale et le ACP. Effectivement, dans la formation brute de capital fixe, vous avez aussi les particuliers, parce qu'en réalité, cette formation brute de capital fixe prend tout ce qui est immobilisé. Et donc, vous avez, au niveau des entreprises, vous devez avoir environ 230-240 milliards. Le reste serait par le privé. 210 milliards. Mais donc le 1 tiers, 2 tiers, on reste sur l'investissement privé, 210 milliards. Donc, vous défendez effectivement l'idée. C'est ce chiffre avancé par Mehdi Taizi. Moi, je prends à la limite ce qui m'intéresse, parce que dans les chiffres, quel est l'intérêt d'avoir ces investissements? C'est surtout de voir quel est l'impact que ça peut avoir sur la croissance par la suite. Et sur la création d'emplois. Et sur la création d'emplois. Quand le secteur privé... Donc, on prend 371 milliards de dirhams parce que quand un particulier, quand vous construisez une maison, eh ben, vous faites travailler un entrepreneur, vous faites travailler des gens, vous faites travailler des menuisiers, etc. Donc, le chiffre à prendre, qu'est-ce qui est intéressant? De voir quel est l'impact. Ne pas de dire, est-ce que le privé... Est-ce que l'impact est nul? Quand on voit un niveau de croissance économique aussi faible et qu'on voit un chômage massif, est-ce qu'on se dit que les 210 milliards investis par le secteur privé en 2023, les 230 milliards investis par le secteur public en 2023 et les établissements, les entreprises publiques qui ont investi 160 milliards, on est sur un volant de 600 milliards de dirhams investis en 2023 et on n'a jamais eu un chômage aussi massif et une croissance aussi faible. Donc est-ce qu'on se dit en fait que tout ce volume d'investissement, mais en fait il a un impact extrêmement faible et peut-être un des plus faibles au monde? Ce n'est pas qu'il a un impact faible. En réalité, premièrement, deux choses. Quand on est en train de parler investissement public, investissement privé, ce n'est pas des choses qui se confrontent. C'est même pas des choses qui si ça s'additionne. Chacun investit dans son petit coin. Non, c'est-à-dire c'est complémentaire. Et l'investissement public amène de l'investissement privé. En fait, la question qu'on doit se poser, ce que je dis toujours, c'est quelle est la capillarité entre les deux? Comment, à partir de l'investissement public, on peut aller vers la... Quelle convergence, en fait? Maintenant, est-ce qu'il y a convergence ou pas? vous savez, il y a une équation qui est simple, que connaissent les économistes. Vous savez, la production, c'est-à-dire le PIB, plus les importations, c'est égal à la consommation, plus les dépenses publiques, plus les investissements, plus les investissements publics, plus les exportations. Voilà, grosso modo pour savoir. Alors, quand on voit ça, a priori, on doit avoir un équilibre et quand on augmente un facteur, l'autre doit augmenter pour garder l'équilibre. Nous, ça n'augmente pas. Et nous, ça n'augmente pas parce qu'il faut prendre en considération la propension à consommer marocain et la propension à consommer étranger. Est-ce qu'on doit retenir sur l'investissement? Donc, si on s'en tient aux chiffres officiels délivrés par la Confédération générale des entreprises du Maroc par la voix de son vice-président général Mehdi Taizi, donc 2023, 210 milliards de dirhams investis par le privé, l'État, investissement public effectif 230 milliards de dirhams et les entreprises publiques 160 milliards de dirhams. On est sur un volant de 600 milliards de dirhams. Est-ce qu'on doit considérer que l'investissement privé aujourd'hui a un taux de rentabilité, une rentabilité médiocre? Parce que déjà, que l'investissement public, le taux de rentabilité, vous savez, cet instrument de mesure ICOR, on est des plus faibles au monde en matière de retour sur investissement. Est-ce que le secteur privé chez nous, c'est la même chose? Non, c'est-à-dire que nous, on a déjà une propension à consommer étranger qui est trop élevée. Là où le bas blesse, c'est-à-dire on a des fuites. Ces fuites-là, il faut les compenser. Là, c'est très simple. Quand vous avez, on va prendre même au niveau du public, quand vous avez au niveau du public un investissement, vous achetez, je vais prendre un exemple parce qu'on touche, si vous achetez des bus, si vous les importez, eh ben, vous n'avez rien créé au Maroc. Si vous les fabriquez au Maroc, eh ben, vous avez créé un poste d'emploi par bus. Par contre, ce que je mentionne, c'est l'investissement consenti via l'achat des véhicules, via l'achat de ces bus à l'étranger.
Et je le considère que c'est un investissement. Donc du coup, j'ai l'investissement et un impact qui est nul. C'est une dépense publique. C'est pour ça qu'on parle ça comme investissement, mais en réalité, c'est une dépense publique, mais qui n'a pas, qui n'a pas une capillarité vers disons, la production, la force de production au Maroc, mais vers une force de production à l'étranger. Donc il faut qu'on évite d'aller au maximum vers l'étranger et de voir. Quand on a importé pour l'automne de l'eau, des bus en acier, quand on les a importés au lieu de les faire sur place, tout ça, c'est de l'argent qui sort, c'est des devises qui sortent. Quand il y a un mois et demi, j'ai importé 500 000 moutons. Pour les Québec, c'est quoi? C'est la même chose? Ça, c'est de la consommation, effectivement. C'est quelque chose qui joue, c'est de la consommation. Et ça, c'est au lieu que ça serve pour la force, même pour l'agriculture, à la limite, on va me dire, on n'a pas produit. On n'a pas produit. Mais bon, c'est au lieu que ça serve à la consommation pour un produit marocain, ça a servi pour de la consommation à l'importation. Est-ce que ça veut dire, avant de passer au troisième round, Adil Zedi, que si je reste sur le même modèle de financement, public et privé, avant même d'inverser le ratio, parce que je crois que c'est du 50%, 50-50, je crois, à l'horizon 2026, 2027, 2028, et ensuite inversement, un tiers, deux tiers. Si je reste sur le même modèle de financement, je n'aurai pas plus de croissance économique et surtout, je n'arriverai pas à ralentir la courbe du chômage. Si je reste exactement sur le même de financement public, privé et établissement public. En fait, si on ne prend pas les choses dans leur ensemble, d'accord, effectivement, rien ne bougera. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut que l'investissement soit rentable, si on veut que au niveau, que ça ait un impact sur la croissance, il faut qu'on arrive à avoir une approche globale qui est avec un environnement général pour l'investissement et pour l'animation économique. C'est-à-dire, il faut avoir de la main-d'œuvre, il faut avoir du capital. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous arrivons à financer les investissements, mais on ne finance pas le besoin fondement dans notre pays. Et quand vous ne financez pas le besoin fondement dans un pays, vous ne pouvez pas avoir cette croissance. Si on peut avoir la croissance des faillites d'entreprise. Et on peut avoir de la faillite d'entreprise. Et quand vous avez des faillites d'entreprise, vous pouvez prendre des exemples simples. Où est General Tire? On a besoin de pneus pour l'automobile, on ne fabrique plus de pneus. Où est Goodyear? On ne fabrique plus de pneus. C'est des sociétés qui existaient, qui travaillaient, qui embauchaient, et aujourd'hui, on importe. Certains vous diraient, aujourd'hui, on va amener un nouvel investisseur qui va faire des pneus qu'on faisait il y a 30 ans. Donc, c'est ça ce qui est... C'est intéressant parce que là, c'est le président de la Fédération de l'automobile qui parle de ça. Je crois savoir que le projet de loi de finances 2024, on a relevé les taux, les droits de douane, le taux sur les pneus. Oui, parce qu'on va... Alors vous me dites, nous, il n'y a plus de pneus, donc on est obligé de les importer massivement, et en même temps, on les taxe encore plus à nos frontières. Donc là, aujourd'hui, c'est la cohérence, l'incohérence? Aujourd'hui, ça ne joue pas beaucoup sur tout l'aspect exportateur, parce que les exportations, tout ce qui est exportation, ça vient en admission temporaire, ça ne paye pas les droits de douane et c'est hors régime douanier. Mais ce que je veux dire, aujourd'hui, un point important qui est très... Parce que si on veut, vous savez, les points les plus importants pour la création de valeur, pour la création d'emplois, c'est pas... Vous avez au niveau du capital, il faut que le besoin fondement arrive à être financé. Aujourd'hui, moi je donne toujours un chiffre, nous sommes aujourd'hui pour un chiffre d'affaires de 950 milliards de dirhams pour l'industrie, on a les crédits en face, c'est 109 milliards de dirhams. Avant, en 2006, les crédits à l'industrie représentaient 17% du total des crédits. Aujourd'hui, pour l'industrie, c'est 9%. Donc, on a baissé de 8 points. Et ça, effectivement, quand vous avez, vous ne pouvez pas avoir une confiance. Un entrepreneur, c'est d'abord de la confiance. Ensuite, de l'envie. Et après, il travaille, il embauche. Et la deuxième chose, on a cet aspect de financement du besoin de fonds de roulement qui est essentiel par rapport à la création de valeur et de travail. Deux, au niveau de la main-d'œuvre, il y a aussi certains obstacles. Au niveau de la CGEM, on a demandé dans le cadre des accords sociaux que nous avons signés, il y a des choses que nous avons, notamment de réviser quelques articles du Code du travail pour pouvoir avoir disons, même pas une flexibilité, plus de fluidité, un bon sens dans la gestion. Je vais vous donner un exemple simple. Est-il logique que quelqu'un qui part à la retraite dans 3 mois puisse aller au tribunal
contre son employeur et recevoir comme indemnité 86 mois de salaire d'indemnité. On peut me dire, oui, il l'a licencié, pas licencié, mais comment on peut indemniser 86 mois alors que le seul risque qu'il a, c'est 3 mois? C'est des petites choses de bon sens qu'il faut pouvoir résoudre. Pourquoi? Parce que c'est une question de confiance. Sinon, les gens, ils font marche arrière. Est-ce qu'il faut résoudre ça ou il faut résoudre surtout l'équation d'efficacité, de rentabilité de l'investissement? Qu'est-ce qui est prioritaire? Mais l'investissement, un privé, quand il investit, il sait calculer, il fait faire son business plan, il sait calculer son taux de marge, il sait calculer tout ça, il le sait. Son problème à lui, c'est que quand au milieu, il ne peut pas financer. Si aujourd'hui vous avez un marché… Donc les conditions de financement. Si vous avez un marché et qu'on met 6 mois à vous répondre, ce marché il disparaît. Troisième round, projet de loi de finances 2025, à quoi faut-il s'attendre? On le précisait en préambule, note de cadrage devrait être présentée, en tout cas connue mi-août. Je crois savoir que la ministre des Finances, Nadia Alaoui, doit faire une sortie, a priori le 30 juillet, c'est-à-dire lundi prochain, pour présenter une présentation générale un peu du visage que pourrait avoir et prendre le projet de loi de finances 2025. À quoi faut-il s'attendre? Selon vous, on a des projections Banque mondiale donc qui revoient à la baisse le niveau de croissance. On est sur la 7e année malheureusement de sécheresse. On a 2024, c'est beaucoup de dépenses publiques. C'est les enseignants avec ces grèves qu'il y avait eu déjà en 2023, avec une hausse des salaires en 2 tranches des salaires des fonctionnaires. On parle d'un volant de 9 milliards de dirhams qui va peser sur les caisses de l'État. On a un plafond de 200 milliards de dirhams de recettes fiscales qu'on ne devrait pas dépasser selon l'agence internationale de rating Fitch, qui nous a dit voilà, effectivement, les recettes fiscales ne devraient pas sensiblement augmenter à court terme, c'est-à-dire 2024 et 2025. C'est une étude qu'ils ont sortie. À quoi faut-il s'attendre selon vous pour ce projet de loi de finances 2025 quand on a un niveau de chômage qui est extrêmement élevé et un niveau de croissance qui est faible? Bon, moi, comme vous dites, si on revient aux chiffres, moi, ce que je vois, que ces 3 dernières années, les chiffres, les lois de finances sont respectées et en général, on fait mieux que ce qui était prévu. C'est-à-dire sur les projections? Sur les projections. C'est-à-dire là, sur la croissance économique, on va faire moins bien. Hein. Je parle des recettes et des dépenses. Parce que juste qu'on se mette bien d'accord. Okay. Si on parle loi de finances, c'est les recettes et les dépenses de l'État. D'ailleurs, si j'ai, moi, une observation à faire à ce niveau-là, qui m'a toujours gêné, c'est qu'on a une approche véritablement comptabilité de caisse et non pas une comptabilité de gestion. C'est-à-dire, on a les recettes de l'année et les dépenses de l'année, et ensuite on les ramène au PIB, sauf que ce n'est pas une relation, des relations mathématiques très directes. Je donne un exemple. Aujourd'hui, l'IS que vous encaissez en 2024, que les acomptes que vous encaissez, c'est par rapport à des calculs sur 2023. Il y a toujours une année différée en fait. Voilà. On est d'accord. Non, pas pour tout. L'IR, c'est direct. l'IS, c'est par rapport à 2023. Et il y a les investissements qu'on peut faire. C'est sur plusieurs années, mais on le comptabilise sur une seule année. Je pense que nous avons à avoir, serait bon d'avoir une évolution, une réflexion pour qu'en dehors de cette comptabilité de caisse qui nous dit les entrées et les sorties, qu'on ait une comptabilité de gestion qui va nous permettre à ce moment-là d'avoir de vraies prises de décision pour le futur. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on constate ? J'ai vu les derniers chiffres concernant les chiffres partiels pour du premier trimestre. Tout est en hausse. Aujourd'hui, on est même en excédent budgétaire, en tout cas provisoirement et ça avant. Excédent budgétaire, c'est-à-dire avant les emprunts et le service de la dette, enfin l'amortissement de la dette, pas le service, et l'amortissement de la dette. Donc, ce qui veut dire, on a des recettes d'IS en plus, des recettes de TVA en plus, donc les recettes augmentent. Vous avez, et puis on a des dépenses de la caisse de compensation qui sont en baisse, fortement en baisse, qui s'expliquent pour 2 raisons. Premièrement, je pense qu'il y a eu moins d'impact. Enfin, à un moment, on est intervenu et pour l'agriculture et pour, je crois, pour les produits pétroliers, etc.,
Quand il y avait l'inflation qui était forte, on était intervenu. Et puis, il y a, je crois, le gaz, la compensation du gaz qui est maintenant, qui se réduit progressivement. Sauf qu'on a augmenté sensiblement les dépenses. L'augmentation des salaires des enseignants, je rappelle, ça va être une facture de 9 milliards de dirhams. Il y a des fonctionnaires du secteur de la santé, il y a des engagements qui ont été pris aussi. Ça va se chiffrer en milliards de dirhams. Sur les 3 ans à venir, parce qu'attention, et je n'oublie pas aussi l'accord du dialogue social aussi, qui a été décidé. On parle de 4 ou 5 milliards de dirhams supplémentaires sur l'augmentation du SMIC et du SMAG. Non, mais je vais vous dire donc aussi, tout a été aspiré en fait. Non, vous avez encore plus. Ouais. Vous avez aussi la service de la dette au niveau des intérêts, en forte augmentation, notamment. C'était 38 milliards de dirhams qui étaient prévus dans le projet de loi de finances 2024. On serait à 44-45. Exactement. Vous confirmez? Et ça, c'est des choses qui sont. Mais en même temps, je vois que la gestion est bonne, puisqu'on arrive à boucler le budget. D'ailleurs, oui, mais avec conséquence, la hausse du chômage. On n'est même pas sorti à l'international pour emprunter. Parce que le spread est élevé. C'est parce que le spread est élevé. A priori, c'est parce que le spread est trop élevé pour sortir. Le spread est peut-être élevé, oui. Mais ça veut dire qu'on n'en a pas un besoin crucial. Ça veut dire qu'on peut ne pas y aller et choisir le moment. C'est ça ce qui est bien. Pour l'instant, les équilibres sont tenus. Moi, je félicite pour ceux qui tiennent les équilibres. Ce que je voudrais voir surtout, quand on voit ça, c'est avoir comment on peut transformer cet aspect de gestion comptable en gestion, disons, comptabilité de gestion. Pourquoi ? Pour faire en sorte, ce qu'on disait tout à l'heure, que tous ces investissements, toutes ces dépenses publiques puissent se retrouver au niveau du PIB. C'est là ce qu'on a à travailler. Par exemple, on a glisser du budget général au PIB, c'est ça en fait? Exact. Voir comment on peut, qu'à partir du budget général, on ait une relation, on va dire simple, c'est-à-dire demain, si vous voulez encourager une industrie à s'installer, il faut des fois des contrats de 5 ans et non pas d'une année. Or, aujourd'hui, les lois de finances sont faites pour des dépenses d'1 an, avec des contrats d'1 an. Mais aussi, il y a une loi qui avait été votée pour qu'il y ait la possibilité de donner à l'exécutif de mettre en place des projets de loi triennales sur 3 ans. Mais on n'a pas été fichu, aucun exécutif aujourd'hui n'a été en capacité de décliner une feuille de route économique sur 3 ans. Il faut aller à 5 ans. Ouais. Et si on va à 5 ans, vous pouvez imaginer que demain, si on vient vous voir, on vous dit, écoutez, vous pouvez avoir un contrat sur 5 ans, vous pouvez investir, vous savez que vous allez amortir, vous savez que vous avez... Ça donne de la visibilité. Projet de loi de finances 2025, est-ce que pour vous, ça va être l'année économique? Il faut s'attendre à quoi? On a vu en 2024, avec les réductions, on a vu c'est la réforme de la TVA, avec la réduction des taux intermédiaires qui ont été ramenés de 5 à 2, on n'a pas encore l'impact, en tout cas qui a été mesuré. Donc il y a eu des droits de douane qui ont été relevés par-ci, qui ont été relevés par-là. Certains, ça leur a hérissé les cheveux d'ailleurs, parce que là, du coup, c'est de l'instabilité juridique et fiscale pour les chefs d'entreprise, en tout cas pour le secteur privé. À quoi faut-il s'attendre en 2025 selon vous? Non, premièrement, il y a la continuité de tous les programmes sociaux qui sont engagés et qui vont... C'est-à-dire l'engagement des dépenses publiques. Sociaux, c'est-à-dire concernant la protection sociale, concernant... et puis il y a la caisse de retraite qu'il va falloir, à un moment ou à un autre, il va falloir s'en occuper. Je pense que l'exécutif, qui est en train quand même de prendre plusieurs dossiers assez sensibles et assez lourds en main, il va falloir voir... quels sont les chiffres, qu'est-ce qui vont être annoncés et comment ça va s'harmoniser par rapport à cet équilibre. Je crois qu'ils sont très sensibles au niveau de l'équilibre. Il n'y aura pas d'augmentation sensible des recettes fiscales. L'agence de notation Fitch a dit voilà, ce plafond de 189-190 milliards de dirhams, il est maximal. La seule chose qui peut intervenir en plus pour financer ces dépenses publiques qui sont massives, ça serait les financements innovants, c'est-à-dire la monétisation du patrimoine, d'une partie du patrimoine de l'État, entre 5 et 10 milliards de dirhams, ça sera le max. Donc grosso modo, il n'y aura pas plus de 200-210 milliards de dirhams de disponibles en tout cas pour l'État, pour financer les politiques sociales et toute la dépense publique. Je me dis, moi, est-ce que selon vous, ça va être financer la dépense publique, la dépense sociale, qui va être la priorité en 2025, et non pas le financement de la croissance économique, pour la faire décoller? C'est lié. Vous savez, je vais vous dire une chose. Ouais. Si vous financez les dépenses sociales et la protection, disons l'assurance maladie, etc.,
Ben, en face, vous êtes en train de voir qu'aujourd'hui, vous avez 2 cliniques qui s'ouvrent par mois pour répondre à cette nouvelle demande. Secteur privé. C'est le secteur privé. Ça veut dire qu'en face, vous avez... C'est ça la capillarité. Ça, c'est un bon exemple de capillarité. Vous avez des pharmacies qui sont en train des sociétés pharmaceutiques qui sont en train de s'organiser pour répondre à cette demande. Maintenant, il faut se dire les choses comme elles sont. C'est des gens qui sont courageux, qui sont en train d'investir très fortement, qui font appel à l'épargne pour pouvoir continuer. Mais maintenant, il faut quand même les accompagner. Nous sommes aussi, il ne faut pas oublier que nous sommes dans un monde ouvert avec 54 accords de libre-échange déjà, avec 54 pays avec lesquels nous avons un accord de libre-échange, et on va passer à 97 pays en accord de libre-échange. Donc tout ça, il est évident, ce qu'il faut surtout voir, c'est que ce qu'on est en train de dépenser reste dans le circuit marocain dans un premier temps, que ce soit les industries pharmaceutiques, que ce soit les cliniques, que ce soit la construction, ce qui va se faire demain pour les stades, etc., la construction de routes, comment faire pour que ce soit des entreprises marocaines et comment accompagner, c'est pour ça que je dis c'est un tout, comment les accompagner aussi pour avoir les ressources nécessaires pour pouvoir répondre. On est en train de parler de beaucoup d'argent. L'équilibre peut se faire. Cet exécutif nous montre qu'on arrive à faire des équilibres. Pourquoi? Parce que, vous savez, en termes financiers, vous avez ressources et emplois. Oui. Si vous avez l'emploi, vous cherchez les ressources, vous avez les ressources, savoir où les employer. Et si on fait cet exercice correctement, c'est ça la dynamique de croissance. Mais il faut qu'on aille jusqu'au bout du raisonnement. Il ne faut pas que ce soit bloqué. Moi, je dis c'est très simple. Si demain, au lieu que les 3750 bus qui doivent rouler au Maroc, au lieu qu'ils soient fabriqués au Maroc, soient fabriqués et importés de l'étranger, c'est 1500 personnes sans travail et c'est à peu près 7 milliards de dirhams qui partent en devises. C'est un choix. C'est un choix. Un choix qu'il faut assumer. En tout cas, 2025. Et qu'il faut assumer. 2025, est-ce que selon vous, elle peut être meilleure d'un point de vue économique que 2024 ? Parce que 2024, a priori, c'est mal parti. Non, je vous dis 2024. Donc aujourd'hui, je vous dis, ce qui m'étonne, mais très franchement, c'est un peu empirique de ma part. Ce qui m'étonne, c'est qu'on a l'impression qu'il y a de la demande, c'est qu'on sent qu'il y a de la demande, c'est qu'on est freiné pour pouvoir aller plus vite. Et parmi ça, je vous dis, une des raisons principales, c'est aujourd'hui le financement du besoin en fonds de roulement. Beaucoup d'entreprises, et notamment les PME, on souffre et souffre. Or, l'emploi, quand on parle de l'emploi, vous savez, on voit les grands projets et qui sont très bien, mais ce n'est pas les plus utilisateurs d'emploi, en tout cas par rapport à l'investissement. L'emploi, là où vous avez le plus, c'est les 89 000 entreprises marocaines qui, elles, si elles embauchent 10 personnes, font 890 000 emplois. Vous prenez n'importe quel grand projet, il ne dépasse pas 2 000, 3 000 emplois. Donc pour vous, l'année 2025, d'un point de vue économique, pour moi, par rapport au projet de loi de finances 2025, pour moi, l'année 2025, changement dans la continuité. 2025, 2029, ce seront des années de très forte croissance, de très très forte croissance, dans la mesure où on arrive à tous nous réunir, parce que il va y avoir beaucoup de besoins, et à nous réunir et faire en sorte d'harmoniser et de prendre des décisions qui aident le capital marocain, qui aident l'industrie marocaine à répondre à ce qui va aller. Et il ne faut surtout pas qu'on nous dise à un moment, eh bien, vous n'êtes pas prêts, donc on va ailleurs. Si vous n'êtes pas prêts, on va ailleurs, ça, c'est la dette qui nous attend. Et on va faire un débat là-dessus, Adil Zaidi, parce que j'avais récupéré ce chiffre de la croissance du secteur industriel de transformation, la croissance annuelle, 3%. Quelle médiocrité. 3% de croissance annuelle industrielle de transformation. En 2001. Et moi, je vous donne un chiffre. Allez-y. 109 milliards de dirhams de financement pour 950 milliards de dirhams de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est... Mettez du carburant et vous aurez de la distance. Le problème, c'est le carburant, c'est le prix du carburant. Et, voilà. et le prix du carburant, ce carburant-là en particulier, il a très fortement augmenté. Et ça n'est pas fait pour encourager ni les investissements, ni la rentabilité, parce qu'au bout d'un moment, l'effet de levier ne joue plus. Adil Zaidi, combat de poids lourd, combat de Walter, Super Walter, combat de coq. Hein? Combat de chef. Combat de chef.
Cette émission est produite par l'ODJ Média en partenariat avec R212, la web radio de la diaspora marocaine. Vous pouvez la retrouver en replay sur la web radio TV Echo, Indeco, mais aussi en VOD et l'écouter sur toutes les plateformes de podcast. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour être informé des prochaines émissions.